ça va? T'es bien là? Je te cherchais de partout, enfin... ça va? Oui. T'es en train de lire? Oui. Tu sais qu'on a une émission là quand même. Maintenant? Ouais, maintenant là. Bon, écoutez, comment redonner le goût de la lecture aux enfants? On en parle dans un instant. Bonjour à vous, si vous nous rejoignez pour cette seconde partie de Viano, au sommaire, Caroline. Comment donner le goût de la lecture aux enfants et surtout comment faire pour qu'ils le gardent? On en parle dans quelques instants avec nos invités. Oui, et vous pouvez réagir avec les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux avec le hashtag Viano et nous poser toutes vos questions. Mais c'est d'abord la revue de presse. Il faut venir en ski. Vous venez en ski, là, on va vous faire une petite pente, là, et passer entre les arbres. En luge, c'est encore mieux. Parce que vous ne voyez pas, vous, mais je tente absolument tous les itinéraires. Ah ouais, c'est magnifique, c'est le Fort Boyard de Viano. Alors, l'information évolue-t-elle aujourd'hui? Oui. Et oui, il y a une information effectivement qui évince un petit peu les gilets jaunes, c'est l'attentat de Strasbourg qui a fait 3 morts et 13 blessés. C'est d'ailleurs la une de Corse Matin qui consacre pourtant un article très intéressant dans un premier temps à la précarité. Regardez comment la Corse fabrique les inégalités. Mais le choix, c'est la photo effectivement de Strasbourg avec fusillade au marché de Noël. Alors on imagine que c'est le cas aussi dans d'autres journaux. Oui, et notamment évidemment les dernières nouvelles d'Alsace qui titrent « Terreur à Strasbourg ». Un homme a fait feu donc vers 20 h dans le centre-ville aux abords du marché de Noël. Et le quotidien explique que l'assaillant fiché S est activement recherché depuis hier soir, notamment dans le quartier de Neurdorf où il vit. Bon, maintenant, c'est vrai qu'on le recherche un petit peu partout, parce qu'on pense même qu'il a peut-être passé la frontière. Le Parisien aussi fait toute sa une sur ce titre, avec attaque à Strasbourg. Regardez, c'est assez sobre, mais ça prend absolument toute la une. Et donne évidemment le bilan provisoire de la fusillade, qui s'est un petit peu alourdi depuis. Alors, est-ce qu'on connaît les motivations du tireur ? Pas vraiment, pas encore. Et c'est vrai qu'à l'heure où le Figaro bouclait son journal, il s'avançait un petit peu quand même en disant la France à nouveau frappée par le terrorisme. Vous voyez, c'est son titre. Parce que c'est vrai que le tireur est fiché S et que le parquet antiterroriste de Paris a été saisi. Mais ça fait partie des hypothèses, évidemment. C'est une hypothèse qui est avancée, mais c'est pas la seule. Parce que l'homme était aussi recherché pour des faits de droit commun, peu glorieux d'ailleurs. Et sa radicalisation, bien qu'effective, peut aussi être une des motivations, mais peut-être pas la seule à sa folie meurtrière. Et ce n'est pas fini avec le Figaro. Hein. Non, le Figaro, regardez en une, il revient aussi effectivement sur les déclarations d'Emmanuel Macron. Avec pouvoir d'achat, l'exécutif creuse le déficit, parce qu'il fallait bien quand même en reparler, forcément. Et il nous explique que les 10 milliards d'euros que coûteront les mesures annoncées hier par Emmanuel Macron dépassent quand même 3% du PIB. Ah oui, et on parle bien de la fameuse douloureuse. À un moment, il va falloir que quelqu'un la règle. C'est ça, hier déjà on se posait cette question, mais qui va payer l'addition? Et la Croix revient justement sur la promesse qu'a fait Emmanuel Macron de partager l'effort avec ce titre, une contribution des plus riches. Point d'interrogation quand même, hein, vous avez remarqué. Emmanuel Macron a assuré qu'il allait demander un effort supplémentaire aux plus grandes entreprises et aux Français les plus aisés, nous explique le quotidien La Croix. Et que nous dit le Canard ? Le Canard a un peu la même préoccupation, mais évidemment avec ses mots. Hein. Donc Macron flambe pour éviter d'être cramé. Voilà, il tente d'acheter la paix sociale à coups de milliards. Et est-ce que tout cela va calmer les gilets jaunes ? Eh bien, c'est pas sûr. En tout cas, pour l'humanité, qui se moque complètement de la note et qui appelle encore plus ou moins à manifester pour l'humanité, les gilets jaunes sont décidés à écrire l'acte 5. Ah oui, donc ça risque de continuer quand même. Alors c'est la question que se pose aussi l'opinion avec, d'une manière assez judicieuse, stop ou encore. Et cet édito, il faut savoir arrêter un blocage aussi. Et puis le dessin aussi de CAC qui est aussi assez drôle comme d'habitude avec ce gilet jaune qui a l'air plutôt d'un casseur aussi, hein, parce qu'il a quand même une batte de baseball cloutée d'ailleurs. Ah oui, et en fait, il part avec un petit pactole donné par le caissier en chef, donc Emmanuel Macron, et il y a marqué à la semaine prochaine. Donc voilà, un petit peu... Bon, le mouvement perd un peu ses soutiens, non ? Voilà, là effectivement, l'opinion les lâche un petit peu et la presse, elle les lâche au profit d'une autre actualité, évidemment. Mais c'est vrai que les Gilets jaunes avaient un petit peu mis dans le même sac tous les journalistes en disant qu'il y avait de la désinformation, qu'ils étaient à la botte du pouvoir, alors qu'il y avait beaucoup de journalistes, évidemment, qui faisaient leur travail avec une déontologie tout à fait normale et respectable. Et le mouvement, justement, là, perd un petit peu la une des journaux et va peut-être découvrir aussi que sans couverture médiatique, on perd vite de l'importance. La presse qui est justement à l'honneur.
Oui, la presse, tout à fait, celle qui prend justement des risques pour informer, est mise à l'honneur par le magazine Time, qui, comme chaque année, désigne sa personnalité de l'année. Et cette année, justement, 2018, c'est plusieurs personnalités, et donc 4 unes différentes. La première, c'est avec le journaliste saoudien Jamal Khashoggi, qui avait été tué, vous vous en souvenez, le 2 octobre au consulat d'Arabie à Istanbul. La deuxième, c'est la journaliste philippine Maria Ressa, qui est cofondatrice d'un site qui dénonce la politique du gouvernement très meurtrière en matière de répression de la drogue, en fait, du trafic de drogue. La troisième, je vous ai mis un ordre aléatoire, parce qu'en fait, en réalité, c'est l'ordre que vous voulez, vous prenez celui que vous voulez, sont les 2 reporters birmans de l'agence Reuters qui sont emprisonnés à l'heure actuelle. Et la dernière, c'est la rédaction du journal local Capital Gazette, qui avait subi une attaque d'un personnage un petit peu particulier. Et 5 personnes sont mortes de cette rédaction le 28 juin dernier à Annapolis, dans l'État du Maryland. Voilà, pour moi, c'était quand même l'occasion de profiter de cette revue de presse pour relayer justement Time Magazine, dans cet hommage à une presse qui informe et qui du coup prend des risques. Et c'est parce que la presse informe qu'elle est aussi garante des libertés. Donc c'est toujours important de lire la presse écrite. Merci beaucoup, Marie-Jo. On vous retrouve en 3e partie. Oui, je reviens en 3e partie. Parler un petit peu de livres et de cinéma. Ah, c'est bien ça. Très bien. Laurane Bassoul, alors, vous avez décrypté pour nous les relations complexes, qu'on souhaite harmonieuses, évidemment, bien sûr, entre l'école, les profs, les élèves et les parents, évidemment. Évidemment. Allez, on vous écoute. Donc, alors, je vais dire quelque chose de commun, là. Pour qu'une scolarité soit réussie, il faut justement que c'est les parents, les profs, avec les élèves, il faut qu'il y ait une coopération, évidemment. Donc, ça veut dire être partenaire et avancer côte à côte et non pas face à face. Donc, les parents et les profs se rencontrent dans des réunions qui sont institutionnalisées. La réunion de rentrée, la réunion parents-prof de début d'année, ou alors lorsque on doit peut-être remettre le bulletin, et des choses comme ça. Mais après, il y a des rendez-vous qui peuvent être aussi plus particuliers. Et la plupart du temps, ils viennent d'un problème scolaire que rencontre l'enfant. C'est rare, rare malheureusement qu'on les convoque pour dire tout va bien. J'ai un problème, votre fille a 20 sur 20 partout. C'est vraiment un gros problème. Donc, du coup... souvent, c'est à partir de ces moments-là qu'il peut y avoir des petites tensions si l'enseignant et le... Une incompréhension, en tout cas. Une incompréhension, oui. Donc, ça naît souvent ou de préjugés ou alors de méconnaissance, que ce soit du côté de l'enseignant ou du parent. Quand l'enseignant se voit peut-être parfois remis en doute, par rapport aux attentes du parent. Trop ou pas assez de contrôle, trop ou pas assez de devoirs. Mon enfant, il faut le suivre de manière plus individuelle, etc. Ce sont des revendications qui peuvent être évidemment légitimes. Mais il ne faut pas oublier que, en fait, la manière d'enseigner, elle a vraiment évolué. Et les méthodes pédagogiques ont changé. Depuis maintenant quelques années. Et forcément, il peut y avoir un décalage entre la scolarité qu'ont vécue les parents et celle de leurs enfants. Et ça peut venir fausser leurs attentes. Par exemple, moi, en tant que prof de français, on me demande souvent « Vous ne faites plus beaucoup de dictées, pourquoi ?» etc. Bon, eh bien, parce que les programmes ont évolué, on travaille beaucoup sur l'écriture, la lecture, l'oral, l'esprit critique, etc. On a environ 4 heures par semaine, donc oui, c'est sûr qu'on ne peut pas faire des dictées tous les jours, les corriger. Maintenant, quand on écrit un texto, ça se corrige tout seul, non? Ouais, arrête. Il paraît. Oui, c'est vrai qu'il paraît. Oui, il paraît. Donc, les langues vivantes aussi, l'enseignement a beaucoup évolué, puisque tout est beaucoup plus basé sur l'oral, et c'est logique. Le travail de groupe est préconisé, alors qu'avant, on était quand même plus souvent seul face à sa feuille. Donc tout ça peut venir effectivement déstabiliser les parents qui n'ont pas suivi ce genre de scolarité, c'est sûr. Et tous les parents sont-ils à égalité face à ce partenariat? Non. C'est là le vrai problème, en fait. Parce que, bon, il y a autant de différences que de parents, finalement, mais il y a des sociologues qui vont distinguer 4 grands types de parents. Alors, il y a ceux qui sont éloignés de l'école, c'est-à-dire ou indifférents ou impuissants. Et voilà, ça existe, c'est vrai. Ensuite, il y a les parents qui sont en demande, mais qui ne maîtrisent pas tout à fait le langage scolaire. Donc, ça va être compliqué de comprendre ce qui est attendu, demandé, etc., même pour eux. Ensuite, il y a les parents qui sont familiers, qu'on dit familiers, c'est-à-dire qui, eux, comprennent l'enseignement, connaissent
comment dire, qui ont les codes en fait. Qui ont les codes et qui comprennent le travail de l'enseignant, etc. Et après, il y a une autre catégorie, ce sont les parents qui ont un regard qui va être peut-être un peu plus critique, qui ont les codes aussi, et un regard plus critique vis-à-vis de la scolarité de leur enfant. Donc, des solutions, Laurane, des solutions. Ouais, oui. D'abord, il faut s'interroger parce que peut-être que l'enseignant, il n'est pas aussi assez formé pour pouvoir prendre en compte les différences dans les différentes éducations parentales. Voilà. Et ça, il faut savoir aussi réagir lorsqu'on est en réunion, etc. Et s'adapter. Oui. Solution, c'est évidemment avancer ensemble. Comme je le disais tout à l'heure, côte à côte. Il peut y avoir des sujets de discorde, mais il faut surtout pas que l'enfant en soit témoin. Parce que si l'enfant en est témoin, c'est là qu'il va y avoir un problème de légitimité ou du professeur ou du parent, un problème qui peut mener même à parfois un manque de respect, etc. Donc il faut toujours s'écouter, être bienveillant et avancer sur une seule route, celle de la réussite de son enfant. Elle fait de la prévention. C'est bien. Elle fait de la prévention. Oui, merci. Je fais ce que je peux. Hein. Bon, à tout à l'heure. N'est-ce pas? Avec l'équipe dynamique. Hein, c'est ça. Ouais, c'est ça. On a retenu. Hein? Allez. Il est 12h36. C'est l'heure du débat de Lianov. Approchez, bienvenue. Alors, ensemble pour un pays de lecteurs. Il y a tout juste un an, le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, lançait ce grand plan, cette grande campagne de sensibilisation pour donner le goût de lire aux élèves. Alors, il faut dire que le dernier bilan n'était pas très encourageant. Déficit de vocabulaire, difficulté de compréhension. Un jeune Français sur 10 est en difficulté de lecture et 1 sur 20 en situation d'illettrisme selon le ministère. Alors, aujourd'hui, on corrige tout ça, on se met à la lecture avec plaisir et surtout avec nos invités. Nathalie Malpelli, professeure de lettres au lycée Paul Vincenzini à Bastia. Bonjour. Et cheville ouvrière du festival du texte à l'image Cinemusa. Exactement, voilà. oui. À vos côtés, Emmanuel Marquet, professeur de lettres au lycée Diocante, toujours à Bastia. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Et Jean-Marie Orsini, bénévole au sein de l'association Lire et Faire Lire. Alors merci à vous trois d'avoir accepté notre invitation. Nathalie, Emmanuel, avant de donner ou de redonner le goût de la lecture aux enfants, faut-il qu'ils la maîtrisent déjà, cette lecture, quand on sait qu'à peu près 20% des élèves arrivent en 6e sans maîtriser cette compétence? Qui commence, Nathalie? Alors bien entendu qu'il faut qu'ils aient une certaine maîtrise. Nous, on travaille avec un public essentiellement lycéen, puisque nous sommes enseignantes en lycée. Et évidemment, on n'est peut-être pas sur les mêmes problématiques qu'en collège. Mais effectivement, on se retrouve face à un public qui, de plus en plus, dit et éprouve des difficultés par rapport à la lecture. Et il est certain qu'il y a tout un travail en amont et en aval à faire sur la lecture. Constamment. Ça peut partir de la lecture d'une simple consigne pour justement comprendre les attentes d'un exercice et puis avec quelque chose de plus ambitieux, lire le livre qui a été imposé par le professeur de français. Donc effectivement, bien entendu qu'on est très sensibilisé à ce problème-là et chaque année on se retrouve face à un certain nombre de problématiques par rapport à la lecture, bien sûr. Manuel, quelles sont les raisons pour lesquelles les élèves ont soit perdu le goût ou éprouvent des difficultés à l'apprentissage de cette compétence? Alors les raisons, elles sont multiples, évidemment. Il y a l'élève qui n'aime pas lire, tout simplement, ce qu'on peut comprendre. L'élève qui n'a pas l'habitude de lire, toujours pareil. L'élève qui évolue dans un contexte familial où peut-être que la lecture n'est pas du tout quelque chose qui est pratiqué. Ça se transmet, la lecture? Je ne suis pas sûre que ça se transmette. Non, franchement, je ne suis pas sûre. Bon, après, peut-être que certains diront que oui, ça se transmet. On peut toujours essayer de transmettre, effectivement. Et après, la dernière raison, je dirais, qui est un petit peu général, c'est que on est dans une société où le livre prend de moins en moins de place. Bon, c'est un peu basique ce que je dis. Et du papier. Voilà, l'image occupe une place très importante. Elle est omniprésente. Et du coup, je vous le dis aussi pour en avoir discuté avec mes élèves, ils sont beaucoup plus enclins à aller voir un film, par exemple, ou regarder un film, ou tout simplement être sur leurs écrans, plutôt que de prendre un livre. Combien de fois certains élèves, et on peut le leur accorder,
vont préférer voir un film avant de lire un roman. Mais oui, mais bon, c'est de bonne guerre de toute façon. Alors bon, on essaye évidemment de les contraindre ou de les... Enfin, contraindre de les... Comment on les incite Comment on les incite à la lecture? Alors bizarrement, bon, déjà en lisant avec eux, c'est vrai qu'ils adorent écouter, entendre, lire à haute voix. Ça, c'est pourtant, on a un public de lycéens, donc oui, c'est toujours agréable. Et ils adorent ça. Et puis, bon, ils aiment bien aussi voir les films, puisque bon, c'est le thème du festival, dont sont adaptés les romans, enfin l'inverse, pardon. Voilà, donc il y a plusieurs facteurs en fait. Hein, pas... Justement, est-ce que ça serait pas une technique de leur faire voir par exemple le film avant et lire le roman après? Et lire le roman après pour qu'ils puissent imaginer autre chose. Alors, et peut-être corriger le scénario. On réfléchit, voilà, peut-être à une approche pédagogique différente. Non, mais c'est vrai, c'est pas idiot. Comme un ping-pong. Mais on n'est pas en fait dans cette optique-là encore. Peut-être qu'on va y venir, effectivement. Et c'est ce qui va se passer, je pense. Hein. On va être obligé d'adopter des techniques différentes. Mais bon, voilà. Après, certains sont fainéants et disent oh, c'est beaucoup plus sympa de voir un film que de lire un livre. Quoi. Oui, et oui, il faut tourner les pages, il faut comprendre les mots. Le mécanisme est différent. Hein. Alors, voilà. Jean-Marie Ossigne, vous êtes bénévole au sein de Lire et Faire Lire. L'association invite les plus de 50 ans, ils sont près de 18 000, je crois, en France, oui. à aller dans les écoles, les bibliothèques, les accueils de loisirs, entre autres, hein, pour stimuler le goût de la lecture des plus jeunes. Alors, Lire et Faire Lire a été mise à contribution d'ailleurs par le ministre Jean-Michel Blanquer dans le cadre du plan Ensemble pour un pays de lecteurs. Alors pour quelles raisons vous êtes engagé au sein de cette association? Qu'est-ce qui vous a donné envie de partager votre amour pour la lecture? Alors je ne devrais pas le dire, hein, mais de toute façon ils nous écoutent pas. En fait moi je ne lis pas. C'est pas vrai? Oui. Et comment c'est possible? C'est possible, c'est justement pour ça que je suis là, que je fais partie de l'association. D'accord. Parce que j'ai pas envie qu'ils fassent le même parcours que moi. D'accord. J'ai jamais lu et je le regrette. Aujourd'hui, je le regrette, oui. Il n'est jamais trop tard pour s'y mettre. Non, il n'est jamais trop tard, mais une fois qu'on a pris le pli, je crois que c'est difficile de revenir dessus. Donc, moi, ce que j'ai envie, c'est de leur faire découvrir, contrairement à ce que vous disiez, enfin, essayer de leur transmettre ce plaisir de lire. Et je ne sais pas si on y arrive, parce qu'on n'a aucun outil pour mesurer les résultats, mais en tout cas, on le fait. Donc du coup, vous utilisez votre propre expérience pour leur donner le goût de la lecture? Non, en gros, en tant que lecteur, non. Justement, en gros, leur dire, moi, j'ai pas lu, non, ça, je leur dis pas. Non, vous leur dites pas? Non, je leur dis. Enfin, je pense pas que ce soit nécessaire de leur dire. Non, parce que non, faut pas leur dire. non. N'écoutez pas. Alors, donc du coup, vous intervenez auprès des tout petits, c'est ça? C'est jamais trop tôt pour commencer, de toute façon. Voilà, le public ciblé, c'est plutôt les petites classes, oui. Maternelles et CP, parce que c'est, enfin, à mon avis, c'est chez eux qu'on a le plus de chances d'aboutir à quelque chose. Et moi, j'interviens à l'école de Boudiccione, qui n'est pas très connue, c'est dommage. Et maternelle, grande section, et moyenne et grande section. Alors, comment se passe une séance de Une séance, on accueille le groupe qui... l'enseignant nous confie un groupe d'élèves. C'est pendant les heures de classe? Pendant les heures de classe, oui. Il nous confie un groupe de 6 élèves maximum. Et on les emmène faire une lecture des livres. Et comment vous choisissez vos ouvrages? Alors, c'est la question que je me suis posée quand j'ai commencé à lire. Et je crois que la réponse la plus simple a été d'une formatrice qui nous a dit « Si le lecteur ne prend pas plaisir à lire, il ne peut pas transmettre le plaisir. Donc, choisissez des livres qui vous plaisent à vous avant tout. » C'est un peu comme le théâtre. Oui. Si le comédien sur scène, il ne prend pas de plaisir, il ne peut pas transmettre ce plaisir. Nathalie, comment vous sélectionnez les ouvrages? Est-ce que vous vous cantonnez, je dirais, au programme, ou est-ce que vous prenez en compte effectivement les ouvrages qui pourraient peut-être un peu plus intéresser les élèves? On joue sur les... si vous voulez, on est contraint quand même par un programme, et puis on a des objectifs pédagogiques très précis. Cela dit, on a de la chance parce que nous, notre chance, c'est la littérature. Donc, on peut jouer sur différentes gammes et on peut se faire plaisir en allant chercher des œuvres très contemporaines ou très originales ou pas très connues, tout en faisant lire aux élèves des ouvrages classiques.
Et puis surtout, les ouvrages, le livre, les ouvrages classiques, ce sont des œuvres formidablement intéressantes. Et les élèves, lorsqu'on leur fait découvrir justement avec la lecture à haute voix, qui est très importante quand même, hein, la lecture à haute voix dans nos classes, la lecture à haute voix, partager ce moment avec eux, là ils redécouvrent les grands textes et on parlait ensemble justement des heureuses surprises que nous avons. On a plus souvent d'heureuses surprises que des déconvenues. Les élèves, lorsqu'on les appâte, ils viennent à nous, hein, ils lisent, hein, parce que ce sont des anciens lecteurs souvent, hein. Petits, oui. Ils lisent. Oui, c'est ça. L'étude du ministère montrait en fait que plus les élèves étaient jeunes, plus ils lisaient, et puis le désintérêt s'installe au collège, et puis ensuite... L'adolescence. Voilà, à l'adolescence. Oui. Voilà. Manuel. Oui, puis non, l'adolescence à bon dos, c'est vrai que ça correspond à une période où on lit moins. Ça, c'est pour des raisons diverses et variées. Voilà, c'est pas le débat. Mais peut-être que c'est lié aussi à d'autres facteurs que celui-là, je pense. Hein, l'idée de moins lire ou de pas lire. Je vous dis, il y a beaucoup cette idée d'image qui est omniprésente et qui vraiment les allège finalement de cette lourde tâche que de lire. Ils le disent, hein, je ne l'invente pas, ils le disent. Ils le disent que c'est beaucoup moins contraignant de regarder que de réfléchir en lisant. Voilà. Après, alors, pardon, excusez-moi, je vous ai coupé. Alors, vous disiez qu'il est important de lire à haute voix. Oui. On a un post Facebook, tout simplement, mettez-leur des livres et racontez-leur des histoires. Oui. En lisant avec eux, mais surtout, arrêtez d'être pendu à votre mobile, passez du temps avec eux, n'achetez pas une tablette ou autre, même si les autres en ont. Je sais, c'est compliqué, pas tant que ça. Bon, après, c'est compliqué à lire. Il suffit de ne pas plonger, il manque des mots. Mais enfin, en gros, c'est ça. Oui. C'est peut-être la solution est là. Lorsque vous avez 32 élèves et que vous leur racontez une histoire, qui est souvent tirée d'un livre, ils vous écoutent. Ils sont captifs. Ils vont être captivés et ils vont nous suivre dans l'histoire. Hein. Il n'y a aucune raison qu'ils ne s'y intéressent pas. Aucune. Voilà. Alors, c'est certain que si d'emblée vous posez comme postulat non, les élèves ils lisent pas, ils vont pas avoir envie de lire, etc. Ah ben c'est sûr. Hein. Il n'y a rien de la résistance. Voilà, rien ne se passera. Or, c'est tout le contraire qu'on observe dans les classes, c'est-à-dire que dès lors qu'on partage avec eux, alors on fait les pitres. Parce que nous sommes de formidables acteurs, nous les enseignants quand même. Hein. Donc on fait les pitres, on fait les imbéciles en classe, mais la plupart du temps, ils adhèrent. Hein. Et puis Nathalie, parfois les textes prennent leur revanche sur l'image, ils passent sur grand écran, peut-être pour mieux revenir dans les bibliothèques. Vous présentez quelques-unes de ces œuvres dans le cadre du Festival du texte à l'image Cinémousse, qui aura lieu, rappelez-moi les dates. Du 17 au 21 décembre à Bastia, au 21 cinéma Studio. Alors, présentez-nous cette initiative, c'est quoi? C'est la 9e édition? C'est la 10e édition cette année. En fait, c'est un partenariat entre l'association littéraire Musa Nostra, le lycée Paul Vincenzi à Bastia et le cinéma Le Studio. Donc on est parti de l'idée qu'on allait emmener les élèves voir des films qui étaient adaptés à partir de livres. Donc on a commencé de façon très discrète il y a 10 ans. Et puis le festival a pris de l'importance. On a commencé à travailler avec différents établissements, dont le lycée Diocante. Le rectorat nous a suivis dans cette aventure. Et c'est vrai que ça part du lycée Paul Vincenzi, c'est-à-dire que voilà, il y a une équipe qui est très dynamique. Et on a finalement rayonné tout autour de Bastia et même en dehors de Bastia. Et tous les ans, eh bien, ça draine pas moins de 1000 élèves qui viennent voir des films, qui vont au cinéma. Ils ne vont plus au cinéma, les élèves. Hein. Aussi. Donc, parce qu'avec Netflix et compagnie, ils ne vont plus au cinéma. Donc, ils retrouvent le goût d'aller dans une salle obscure. Ils découvrent des textes. Parfois, les textes sont travaillés en classe avec les enseignants. Alors, ou avant ou après. Parce que parfois, on peut faire découvrir des films et ensuite lire le texte. Ça leur donne envie. Il y a des variables là dans les stratégies pédagogiques des unes et des autres. Donc, on va être toutes différentes. Et puis, il y a les profs de langue qui s'y mettent, parce qu'on a des profs d'anglais, d'italien, d'espagnol, les profs d'histoire aussi. Il y a tout un environnement qui se crée autour de la lecture et de cette envie, lecture et cinéma. Quelques-unes des œuvres à voir sur grand écran, peut-être, du 17 au 21. Qu'est-ce que vous recommandez, mis à part toutes, évidemment. Recommander, toutes sont à voir, évidemment, bien sûr, et toutes sont à lire, bien sûr aussi. Alors, il y a donc c'est du 17 au 21, ça commence le lundi après-midi. Les Frères Sisters, qui est un roman donc
j'ai oublié le nom de l'auteur, de Patrick DeWitt, pardon, et qui est adapté par Jacques Audiard au cinéma. Ensuite, ce sont des films plus ou moins récents, tous assez récents d'ailleurs, pour cette année. J'ai vu Guernesey aussi. Oui. Tout à fait. Guernesey, c'est le mercredi matin. C'est donc tiré du roman Le Cercle littéraire des éplucheurs de patates, qui est un roman assez connu, qui avait d'ailleurs eu beaucoup de succès. L'adaptation est très récente, puisqu'elle est de 2018. On a ensuite le mardi matin Ready Player One de Steven Spielberg, qui est adapté donc d'un roman d'Ernest Cline, qui s'intitule donc Player One et non pas donc c'est sur les jeux vidéo. Je l'ai pas vu. Oui, donc du coup il y en a vraiment pour tous les goûts. Ah oui, justement, voilà. C'est ça. Voilà, l'éventail est assez large. Oui, puisqu'on finit sur un manga. On finit sur un manga et on passe par des classiques. La promesse de l'aube, donc qui est adaptée de l'autobiographie de Romain Gary, et la dernière adaptation d'une vie de Maupassant. Donc, pas un roman joyeux, mais l'adaptation de Stéphane Brisé, mais pas mal en valeur justement le roman. Et bon, en plus c'est au programme de seconde, donc il y a toujours un objectif pédagogique. Et on termine sur un manga Your Name, qui est une belle adaptation aussi. Et voilà, donc c'est ouvert au public aussi, pas seulement aux élèves. Ça, c'est noté. Il faut y aller. Jean-Marie, rapidement, le prochain rendez-vous de Lire et Faire Lire, vous continuez sur l'année scolaire, en fait. Oui, tout à fait. Mais je voudrais revenir simplement sur ce que vous avez dit, en leur racontant des histoires. Je pense que si on veut leur faire découvrir le plaisir de la lecture, il ne faut pas leur raconter des histoires. Il faut leur donner un texte pour qu'ils développent leur imaginaire, qu'ils peuvent mettre en écoute au moment de lire. Contrairement au Netflix et autres cinémas, où on les concentre sur quelque chose, et ils ne peuvent pas sortir de l'imaginaire du réalisateur ou des comédiens. Oui, il y a beaucoup plus de liberté en lisant que Voilà, exactement. Et c'est ce plaisir-là qu'il faut qu'ils découvrent. Alors, on va arriver à la conclusion, à la fin de l'émission. Mesdames, pour conclure rapidement, une astuce pour donner le goût de la lecture aux enfants. C'est dur, là, quand même. Ouais, je sais, mais allez. Mais déjà, amenez vos enfants au festival du film Clean & Mousse du 17 au 21 décembre. Ça sera déjà très bien. Et pour vous, Jean-Marie, rapidement, le goût de la lecture aux enfants. Prenez du plaisir à lire devant eux. Allez, le mimétisme, c'est important. On est d'accord. Merci beaucoup, merci à vous trois. Nous, on se retrouve dans un instant, juste après le journal, pour une troisième partie. On va continuer sur la lecture avec notre équipe, comme le disait Laurent, dynamique. À tout de suite. Merci.